Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle de Maupassant, Rose. J'enfile mes petites lunettes et c'est parti. Rose. Les deux jeunes femmes ont l'air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles sont seules dans l'immense landau chargé de bouquets comme une corbeille géante. Sur la banquette du devant, deux bannettes de satin blanc sont pleines de violettes de Nice, et sur la peau d'ours qui couvre les genoux, un amoncellement de roses, de mimosas, de giroflées, de marguerites, de tubéreuses et de fleurs d'oranger, nouées avec des faveurs de soie, semblent écraser les deux corps délicats, ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras, et un peu des corsages dont l'un est bleu et l'autre lilas. Le fouet du cocher porte un fourreau d'anémone, les traits des chevaux sont capitonnés avec des ravenelles, les rayons des roues sont vêtus de réséda. Et à la place des lanternes, deux bouquets ronds, énormes, ont l'air des deux yeux étranges de cette bête roulante et fleurie. Le landau parcourt un grand au gros trot la route, la rue d'Antibes, précédée, suivie et accompagnée par une foule d'autres voitures enguirlandées, pleines de femmes disparues sous un flot de violettes. Car c'est la fête des fleurs à Cannes. On arrive au boulevard de la Foncière où la bataille a lieu. Tout le long de l'immense avenue, une double file d'équipages enguirlandés va et revient comme un ruban sans fin. De l'un à l'autre, on se jette des fleurs. Elles passent dans l'air comme des balles, vont frapper les frais visages, voltigent et retombent dans la poussière où une armée de gamins les ramasse. Une foule compacte, rangée sur les trottoirs et maintenue par les gendarmes à cheval qui passent brutalement et repoussent les curieux à pied comme pour ne point permettre aux vilains de se mêler aux riches, regarde, bruyante et tranquille. Dans les voitures, on s'appelle, on se reconnaît, on se mitraille avec des roses. Un char plein de jolies femmes, vêtues de rouge comme les diables, attire et séduit les yeux. Un monsieur qui ressemble au portrait d'Henri IV lance avec une ardeur joyeuse un énorme bouquet retenu par un élastique. Sous la menace du choc, les femmes se cachent les yeux et les hommes baissent la tête, mais le projectile gracieux, rapide et docile, décrit une courbe et revient à son maître qui le jette aussitôt vers une figure nouvelle. Les deux jeunes femmes vident à pleine main leur arsenal et reçoivent une grêle de bouquets. Puis, après une heure de bataille, un peu lasses enfin, elles ordonnent au cocher de suivre la route du golfe Rouen, qui longe la mer. Le soleil disparaît derrière l'Estérel, dessinant en noir, sur un couchant de feu, la silhouette dentelée de la longue montagne. La mer calme s'étend, bleue et claire jusqu'à l'horizon où elle se mêle au ciel, et l'escadre ancrée au milieu du golfe a l'air d'un troupeau de bêtes monstrueuses, immobiles sur l'eau, animaux apocalyptiques, cuirassés et bossus, assoiffés de mâts frêles comme des plumes, et avec des yeux qui s'allument quand vient la nuit. Les jeunes femmes étendues sous la lourde fourrure regardent languissamment. L'une dit enfin : « Comme il y a des soirs délicieux où tout semble bon, n'est-ce pas, Margot ?» L'autre reprit : « Oui, c'est bon, mais il manque toujours quelque chose. »« Quoi donc ? » ?»« Moi, je me rends heureuse, tout à fait. Je n'ai besoin de rien. » »« Si, tu n'y penses pas. Quel que soit le bien-être qui engourdit notre corps, nous désirons toujours quelque chose de plus, pour le cœur. » Et l'autre souriant : « Un peu d'amour ? » ?»« Oui. » Elles se turent, regardant devant elles, puis celle qui s'appelait Marguerite murmura : « La vie ne me semble pas supportable sans cela. J'ai besoin d'être aimée, ne fût-ce que par un chien. Nous sommes tout ainsi, d'ailleurs, quoi que tu en dises, Simone. » « Mais non, ma chère, j'aime mieux n'être pas aimée du tout que de l'être par n'importe qui. Crois-tu que cela me serait agréable, par exemple, d'être aimée par... Elle cherchait par qui elle pourrait bien être aimée, parcourant de l'œil le vaste paysage. Ses yeux, après avoir fait le tour de l'horizon, tombèrent sur les deux boutons de métal que luisaient dans le dos du cocher, et elle reprit en riant : « Par mon cocher !» Madame Margot sourit à peine et prononça à voix basse : « Je t'assure que c'est très amusant d'être aimé par un domestique. Cela m'est arrivé 2 ou 3 fois. Il roule des yeux si drôles que c'est à mourir de rire. Naturellement, on se montre d'autant plus sévère qu'ils sont plus amoureux. Puis on les met à la porte un jour, sous le premier prétexte venu, parce qu'on deviendrait ridicule si quelqu'un s'en apercevait.
Madame Simone écoutait, le regard fixe devant elle. Puis elle déclara. Non, décidément, le cœur de mon valet de pied ne me paraîtrait pas suffisant. Raconte-moi donc comment tu t'apercevais qu'il t'aimait. Je m'en apercevais comme avec les autres hommes lorsqu'ils devenaient stupides. Les autres ne paraissent pas si bêtes à moi quand ils m'aiment. Idiot, ma chère, incapable de causer, de répondre, de comprendre quoi que ce soit. Mais toi, qu'est-ce que cela te faisait d'être aimé par un domestique? Tu étais quoi? Ému? Flatté? Ému? Non. Flatté? Oui, un peu. On est toujours flatté de l'amour d'un homme, quel qu'il soit. Oh, voyons, Margot. Si, ma chère. Tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m'est arrivée. Tu verras comme c'est curieux et confus ce qui se passe en nous dans ces cas-là. Il y aura 4 ans à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. J'en avais essayé l'une après l'autre, 5 ou 6 qui étaient ineptes, et je désespérais presque d'en trouver une quand je lus, dans les petites annonces d'un journal, qu'une jeune fille, sachant coudre, broder, coiffer, cherchait une place et qu'elle fournirait les meilleurs renseignements. Elle parlait en outre l'anglais. J'écrivis à l'adresse indiquée et le lendemain la personne en question se présenta. Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l'air très timide. Elle avait de beaux yeux noirs, un teint charmant. Elle me plut tout de suite. Je lui demandai ses certificats. Elle m'en donna un en anglais, car elle sortait, disait-elle, de la maison de Lady Rimwell, où elle était restée 10 ans. Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein gré pour rentrer en France et qu'on avait eu à lui reprocher pendant son long service qu'un peu de coquetterie française. La tournure pudibonde de la phrase anglaise me mit même un peu sourire et j'arrêtai sur-le-champ cette femme de chambre. Elle entra chez moi le jour même, elle se nommait Rose. Au bout d'un mois, je l'adorais. C'était une trouvaille, une perle, un phénomène. Elle savait coiffer avec un goût infini. Elle chiffonnait les dentelles d'un chapeau mieux que les meilleurs modistes et elle savait même faire les robes. J'étais stupéfaite de ses facultés. Jamais je ne m'étais trouvée servie ainsi. Elle m'habillait rapidement avec une légèreté de main étonnante. Jamais je ne sentais des doigts sur ma peau, et rien ne m'est désagréable comme le contact d'une main de bonne. Je pris bientôt les habitudes de paresse excessive, tant il m'était agréable de me laisser vêtir, des pieds à la tête, et de la chemise aux gants, par cette grande fille timide, toujours un peu rougissante, et qui ne parlait jamais. Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je sommeillais un peu sur mon divan. Je la considérais, ma foi, en amie de condition inférieure, plutôt qu'en simple domestique. Or, un matin, mon concierge demanda avec mystère à me parler. Je fus surprise et je le fis entrer. C'était un homme très sûr, un vieux soldat ancien, ordonnance de mon mari. Il paraissait gêné de ce qu'il avait à dire. Enfin, il prononça en bredouillant. « Madame, il y a en bas le commissaire de police du quartier. » Je demandai brusquement. « Qu'est-ce qu'il veut ?»« Il veut faire une perquisition dans l'hôtel. » « Certes, la police est utile, mais je la déteste. Je trouve que ce n'est pas là un métier noble. » Et je répondis, irrité autant que blessé. « Pourquoi cette perquisition? À quel propos? Il n'entrera pas. » Le concierge reprit. « Il prétend qu'il y a un malfaiteur caché. » Cette fois, j'eus peur, et j'ordonnai d'introduire le commissaire de police auprès de moi pour avoir des explications. C'était un homme assez bien élevé, décoré de la Légion d'honneur. Il s'excusa, demanda pardon, puis m'affirma que j'avais, parmi les gens de service, un forçat. Je fus révoltée. Je répondis que je garantissais tout le domestique de l'hôtel et je le passai en revue. Le concierge Pierre Courtin, ancien soldat. Ce n'est pas lui. Le cocher François Pingot, un paysan champenois, fils d'un fermier de mon père. Ce n'est pas lui. Un valet d'écurie, pris en Champagne également, et toujours fils de paysan que je connais, et puis un valet de pied que vous venez de voir. Ce n'est pas lui. Alors, monsieur, vous voyez bien que vous vous trompez. Pardon, madame, je suis sûre de ne pas me tromper. Comme il s'agit d'un criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici, devant vous et moi, tout votre monde? Je résistai d'abord, puis je cédai, et je fis monter tous mes gens, hommes et femmes. Le commissaire de police les examina d'un seul coup d'œil, puis déclara.
Ce n'est pas tout. Pardon, monsieur, il n'y a plus que ma femme de chambre, une jeune fille que vous pouvez confondre avec un forçat. Il demanda. Puis-je la voir aussi? Certainement. Je sonnai Rose qui parut aussitôt. À peine fut-elle entrée que le commissaire fit un signe, et deux hommes que je n'avais pas vus, cachés derrière la porte, se jetèrent sur elle, lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes. Je poussai un cri de fureur, et je voulus m'élancer pour la défendre. Le commissaire m'arrêta. Cette fille, madame, est un homme qui s'appelle Jean-Nicolas Le Capet, condamné à mort en 1879 pour assassinat précédé de viol. Sa peine fut commuée en prison perpétuelle. Il s'échappa voici 4 mois. Nous le cherchons depuis lors. J'étais affolée, atterrée. Je ne croyais pas. Le commissaire reprit en riant. Je ne puis vous donner qu'une preuve. Il a le bras droit tatoué. La manche fut relevée. C'était vrai. L'homme de police ajouta avec certain mauvais goût. Fiez-vous-en à nous pour les autres constatations. Et on emmena ma femme de chambre. Eh bien, le croirais-tu? Ce qui dominait en moi, ce n'était pas la colère d'avoir été jouée ainsi, trompée et ridiculisée. Ce n'était pas la honte d'avoir été ainsi habillée, déshabillée, maniée et touchée par cet homme, mais une humiliation profonde. Une humiliation de femme, comprends-tu? Non, pas très bien. Voyons, réfléchis. Il avait été condamné pour viol, ce garçon. Eh bien, je pensais à celle qui l'avait violé. Et ça m'humiliait. Voilà, comprends-tu maintenant? Et madame Simone ne répondit pas. Elle regardait droit devant elle, d'un œil fixe et singulier, les 2 boutons luisants de la livrée, avec ce sourire de sphinx qu'ont parfois les femmes. Voilà, alors je ne sais pas trop ce que c'est un sourire de sphinx. Je sais, je sais pas, j'imagine que c'est un sourire pas trop franc, un sourire très très discret. Eh ben, incroyable histoire. Qui l'eût cru que cette grande femme timide et réservée fut un homme. Et ouais, en plus, un violeur, c'est... Ouais. Alors, l'humiliation, j'ai du mal à saisir pourquoi elle a été humiliée quand elle pensait à l'autre femme. Je n'oserais même pas trouver une explication. Je pense que je chercherai quand même, personnellement, de mon côté, pour voir un peu ce que cette nouvelle signifie. C'est vrai que pour le coup, j'ai du mal à saisir l'humiliation. Personnellement, j'aurais eu plus peur. J'aurais été épouvantée de savoir que je vivais avec un violeur qui m'avait habillée, déshabillée. Humilier, ça signifie autre chose. Donc bon, voilà. Comme si elle aurait voulu, elle aussi, que ce violeur l'aime, entre guillemets. Et que du coup, ça rappelle le début de la nouvelle où elle dit que peu importe, c'est toujours appréciable d'être aimé par n'importe qui. Donc, oui, c'est bizarre. Mais je pense que j'ai à peu près saisi le truc, mais c'est vrai que c'est quand même assez... C'est perturbant dans le sens où quand même, il y a des états d'âme, il y a des trucs qu'on peut et ne peut pas dire, qu'on peut ressentir ou pas ressentir. Après, les temps ne sont pas les mêmes qu'avant, mais bon, c'est vrai que de souhaiter se faire limite violer parce que c'est flatteur de se faire aimer, peu importe l'homme. Bon, on repassera, je pense. Donc, en tout cas, j'espère que l'histoire vous a quand même plu. Et nous lirons demain, à 18h30, la prochaine nouvelle qui s'appelle L'aveu. Je vous souhaite une très très belle soirée et on se dit à demain. Ciao!